on ne peut plus dominer les autres comme on le faisait à l'époque du Cro-Magnon. Parce que nos territoires s'interpénètrent. Puis même avec un petit exacto en plastique, on peut faire exploser 2 tours du World Trade Center. Puis tuer 5000 personnes. Fait que tu ne peux plus dominer le plus faible par ta force. Tu ne peux plus faire ça. Parce que le plus faible d'entre nous peut faire sauter la planète 4-5 fois. Fait qu'il faut qu'on soit capable d'écouter ses besoins. Le taliban, le musulman radical ou le père de famille pauvre, celui qui a perdu sa job. Il faut écouter c'est quoi ses besoins et organiser notre pouvoir de manière à répondre aux besoins de ces gens-là. Sinon, c'est un suicide. Dominer l'autre, c'est se suicider. Dominer l'autre, c'est se suicider. Fait qu'il y a urgence actuellement. Il y a la montée de la droite un peu partout. On passait proche avec la France, là. Mais ce n'est que partie remise. Parce que là, on avait le choix entre Le Pen ou Macron. Puis on a dit, ah, phew, Macron, yes, Macron. Mais wow, une minute, là. Macron est au service des big shots, ceux qui ont plein de pouvoir, puis qui maintiennent la population dans la pauvreté, puis les abris fiscaux. Fait que peut-être ça aurait été une bonne affaire, la droite, au lieu de se faire lubrifier avant de se faire agresser. Parce que au moins, la droite ne nous lubrifie pas, elle nous agresse franchement. Comme Trump, c'est une bonne affaire, parce qu'au moins, lui, on voit que c'est marrant. Excusez, on va couper ça au montage. Mais il faut résister, mais il ne faut pas tuer Trump. Il ne faut pas le tuer, il faut l'éduquer. L'éducation, c'est pas les pauvres qu'il faut éduquer. C'est les riches qu'il faut éduquer. Parce que c'est les riches qui se comportent en mâle alpha. Fait que, j'ai fermé. Je sais pas, j'ai pas fermé. J'ai fermé. Texte sur l'agressivité. Je pense que c'est ça. Je vais vous montrer et je veux corriger juste avant la pause le dernier schéma à la fin du texte. Ça, c'est l'échelle de l'agressivité en 5 étapes. Tantôt, je disais, quand l'enfant parle, écoute-le, sinon il va crier. S'il crie, écoute-le parce qu'il va fesser, etc. Là. Alors, dans les hôpitaux, il y a des systèmes pour identifier les patients qui sont dangereux. Là. Vous avez sûrement vu ça, là, les codes blancs. Bon. Fait que, le schéma qui est à la fin du texte, il y a quelques imprécisions dans ce schéma-là. Fait que prenez des bonnes notes par rapport aux précisions que je vais vous dire. Là. Alors, il y a 5 niveaux de dangerosité dans la progression des comportements agressifs et violents. Alors, quand vous voyez un comportement violent, c'est très important que vous soyez capable d'évaluer à quel niveau de dangerosité il est, parce que selon le niveau de dangerosité, les interventions ne vont pas être les mêmes. Alors, le premier niveau, c'est lorsque la personne est agitée. Agitation. Là, il n'y a pas d'indicateur. On vous a donné des exemples, mais les exemples ne sont pas très clairs. Pour moi, il y a de la confusion là-dedans, fait que je vais vous donner des indicateurs qui vous permettent de discriminer vraiment entre 2 niveaux. Là. Dans l'examen final, il va y avoir quelqu'un d'agressif, je vais vous demander, évaluer à quel niveau de dangerosité la personne se trouve, puis est-ce que l'intervention était appropriée ou non. Alors, agité, ça veut dire que la personne est sous le coup d'une émotion et qu'elle a des comportements non verbaux qui sont manifestes. Parce que si tu as une émotion, tu as des comportements non verbaux. Alors, ça peut être des tics très subtils. Un tic de yeux qui cligne, ou des tics de bouche, ou d'un mouvement des mains, ou un balancement, ou un mouvement répété, où la personne se place. On voit qu'il y a une agitation, là. Fait que lorsqu'il y a une agitation, la personne exprime « j'ai une émotion qui me déborde, moi, là. » Elle n'est pas en train de faire une demande aux autres, mais quand on voit que la personne a une agitation, on sait qu'elle est habitée par une émotion. Peur, anxiété ou peu importe, là, mais il y a cette émotion-là. Là. Puis cette émotion-là sue, comme elle sort de la personne. Ça va? Fait que si vous observez bien l'agitation ou le comportement non verbal,
vous allez peut-être pouvoir faire un reflet ou une focalisation sur cette émotion-là. Et là, la personne elle va pouvoir l'exprimer. Si elle exprime l'émotion, qu'est-ce qui arrive à l'émotion? Elle va diminuer en intensité. Fait qu'il faut l'amener à la verbaliser. Donc, un reflet ou une focalisation sur les émotions, c'est tout à fait approprié. Et là, si vous faites ça, ça ne va pas monter à un degré supérieur. Fait que si votre enfant vous gosse, là, maman, puis vous lui dites, là, t'as faim, hein, ou là, t'as hâte, hein, ou si tu t'exprimes pour l'enfant l'émotion, ça va enseigner à l'enfant à exprimer une émotion. Donc, il ne sera pas violent, il va être grand parce qu'il est capable d'exprimer ses émotions. Le violent, il est violent parce qu'il n'est pas capable d'exprimer ses émotions. Fait que c'est son corps qui exprime les émotions. Alors, si jamais on ne répond pas aux besoins de l'agité, il va devenir perturbateur. Perturbateur. Alors, perturbateur, ça veut dire que son agitation, maintenant, elle dérange les autres. Celui qui est agité, qui ne dérange pas les autres, il n'est pas perturbateur. Alors, entre quelqu'un qui crie puis quelqu'un qui fait comme ça, lequel des deux est perturbateur? Ah! On a tendance à dire celui qui crie, il est perturbateur, puis celui qui fait juste comme ça, il n'est pas perturbateur. Imaginez là, que je suis sous le coup d'une émotion intense, parce que mes étudiants n'arrêtent pas de répondre spontanément à mes questions subtiles, puis que là, je suis bien frustré, mais je me contrôle parce que je ne veux pas agresser mes étudiants, surtout que je suis filmé. Fait que je m'en vais dans le gymnase, je m'en vais dans mon auto, je monte les fenêtres, puis là, je fais « Ah! Il m'énerve! » Ah, fait du bien. Là, je sors de mon auto. Est-ce que j'ai crié? Oui. Est-ce que j'étais perturbateur? Non. Non. Alors, vous allez évaluer si quelqu'un est perturbateur, s'il y a un impact sur autrui. Pas à l'intensité de son agitation, même s'il y a une corrélation. Maintenant, est-ce que je peux faire comme ça et être perturbateur? Oui. Dans quelles circonstances? Ça dérange plaisir. Par exemple, la semaine prochaine, à l'examen, tu es assis en silence, tu essaies de te concentrer avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui fait... Il n'est pas juste agité, là, lui. Il n'est pas juste agité. Il est perturbateur. Alors, faites attention au jugement clinique. Des fois, on colle par cœur des exemples qu'on a vus, mais l'exemple n'est signifiant que s'il y a le critère de la notion théorique. C'est le critère que ça vous prend. Et ce critère vous permet d'avoir conscience sur les éléments. Donc, c'est pour ça que se promener de long en large, c'est marqué dans agité. Mais imagine la semaine prochaine, pendant que vous êtes en examen, il y en a un qui se lève, zoom, là, il se promène de long en large comme ça, tu sais, tu as le goût de j'embête pendant l'examen, arrête. Fait que donc, voilà. Maintenant, l'agité ne fait pas de demande. Il est juste pris avec une émotion qui gère comme il peut. Lorsqu'il est perturbateur, il est en train de dire aux autres, là, je capote, moi là, occupez-vous de moi, quelqu'un. Il est en train de faire une demande. Alors, derrière chaque niveau d'activation, de chaque niveau de dangerosité, il y a un message qu'on dit aux autres. Il y a un message implicite. Alors, celui qui n'est qu'agité, il dit, je suis dans de l'émotion, voilà. Mais il ne sollicite pas l'aide. Le perturbateur, il dit, là, je suis plus capable de gérer ma propre émotion. Il vous l'exprime, ça. Donc, aidez-moi, écoutez-moi, j'ai besoin d'attention. Fait que s'il y a besoin d'attention, écoute. Mais on dit que tu es en train d'écouter.
fait de la reformulation. Donc, tu as compris ça. Si on n'écoute pas le perturbateur, là, il va devenir destructeur. Alors, destructeur, c'est lorsque l'on agit, on déplace par mécanisme de défense notre émotion sur des objets. On va jeter des choses par terre, on va briser des choses, des objets et non pas des humains. C'est sûr qu'un destructeur, il est perturbateur, là. Sauf qu'il ne fait pas juste du bruit, il s'attaque à des objets. Alors, des destructeurs. Si ce qu'il détruit n'est pas un objet, mais lorsqu'il menace ou il détruit des personnes, on va dire qu'il est dangereux. Alors, dangereux, ça veut dire que la destruction est orientée vers des êtres humains. Alors, imaginons que quelqu'un frappe une chaise, mettons. Quelqu'un qui est perturbé, là. Puis il va pousser une chaise. Et au moment où il pousse cette chaise-là, il y a quelqu'un qui passait et qui reçoit la chaise sur lui. De quelle façon allez-vous évaluer la dangerosité de cet individu? Est-ce qu'il est destructeur ou dangereux? Il est destructeur. Parce que son intention, ce n'était pas de blesser quelqu'un. S'il te menace, arrête, passe-moi de garocher ma chaise, mais il ne garoche pas de chaise, vous allez le mettre où? Dangereux. Dangereux. Parce que la menace est orientée vers quelqu'un. Jamais je ne garocherai ma chaise. Et on dit létal lorsque le geste qu'il pose ou la menace qu'il fait vise la mort d'un individu. Létal. Est-ce que l'animal, exemple, c'est considéré... Ouais, c'est une bonne question, ça. La question, c'est est-ce que si le geste est orienté vers un animal, on le met dans le destructeur ou dans le dangereux? Si on déclare ça. Écoute, c'est pas moi qui ai fait le modèle. Personnellement, dans mes valeurs personnelles, j'aurais tendance à... Tu sais, c'est sûr que c'est pas équivalent, mais je crois que l'animal... il y a eu plein de gens là, qui ont voulu tuer les pitbulls à travers la province. Puis moi, j'ai un ami qui a un pitbull, puis il était vraiment bouleversé de ça, puis c'est de l'agression, là. Fait que je pourrais pas répondre à ça. Fait que ça m'étonnerait que dans la pratique professionnelle, vous ayez utilisé cette nuance-là. En tout cas, à l'examen, je ne ferai pas tuer un chat, ni un chien. Puis après ça, tu sais, est-ce que ton lézard ou ta gerbille, c'est comme le beau labrador? Tu sais, ça devient... c'est trop nuancé pour mon intelligence. Je suis désolé de ne pas répondre plus clairement à cette question-là. Je vous ai distribué un petit cas au début du cours, là, le cas de M. Tessier. J'ai pas trouvé de cas contextualisé en soins infirmiers. C'est une lacune à ma compétence professionnelle. Je devrais me forcer là-dessus, là, mais c'est une secrétaire de 2 comptables, puis un gars frustré qui va demander au comptable. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont... Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu, ce cas-là? Vous ne l'avez pas vu? Tu l'as pas lu? Y a-t-il d'autres qui n'ont pas eu? Juste attirer votre attention sur 2-3 petites lignes. Je t'ai-tu donné la bonne feuille? Oui. À l'heure du dîner, Huguette, la réceptionniste, raconte à des amis un incident qui s'est produit. En regardant la ligne 6, la secrétaire, il y a un client qui rentre dans le bureau. Alors, j'ai vu tout de suite qu'il y aurait des problèmes avec lui. Soulignez ça. Qu'est-ce que ça vous indique, le fait que la secrétaire ait vu ça? Donc, il y avait de l'agitation. Et elle l'a vu. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non. Elle ne fait rien pour montrer qu'elle voit son agitation. Regardez à la ligne 11. Le gars, il s'assoit et il commence à feuilleter une revue. Le fait qu'il feuillette cette revue-là, est-ce qu'il est intéressé par ce qu'il y a
c'est sûr qu'il ne voit rien de ce qu'il lit. Là. Il prend quelque chose puis il feuillette cette revue-là parce qu'il est agité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai vite oublié parce que j'ai plein de dossiers à classer. J'étais un peu en retard dans mon ouvrage. Fait qu'est-ce qu'on peut anticiper qui va se produire? Il va passer de agité à perturbateur. Alors, ligne 13. Ça m'a pris du temps à réaliser que Tessier, c'est le patient, c'est le client, tambourinait bruyamment sur les bras de sa chaise avec un briquet. Ça m'énervait. Alors, tambouriner sur la chaise, est-ce que c'est perturbateur? Pas toujours. Pas toujours. Mais là, oui, parce que ça affecte quelqu'un d'autre. Il lançait des soupirs, etc. Oui. Est-ce que le patient, M. Tessier Tabourine, est-ce que lui, il le remarque? En fait, son message est implicite, il n'en prend probablement pas conscience. Il dit, écoutez, occupez-vous de mon dossier. Là. Il est juste plus capable de se contrôler, puis là, le fait qu'il n'arrive pas à se contrôler, il réalise peut-être même pas que ça a un impact sur autrui. Sauf que nous, comme professionnels, nous, on doit avoir conscience de ce qui se passe. Tu sais, le patient qui est malade, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a comme maladie. Et nous, on a conscience de sa maladie pour lui enseigner à lui sa propre maladie pour qu'il puisse faire des choses qui correspondent à son besoin. Fait en ayant conscience de là où il est rendu mon patient, on l'informe. À un moment donné, j'ai vu dans le corridor ici, là, j'ai vu un gars et une fille qui discutaient de façon, je trouvais assez violente. La fille était à côté comme ça. Visiblement, là, elle était prisonnière. Puis le gars, il parlait comme ça. Il disait, écoute, je vais t'expliquer quelque chose! Moi, je passais, je me suis dit, elle n'est probablement pas en état de comprendre toute la complexité de ce qu'il veut y expliquer, là. Elle était agressée, cette fille-là. Fait que je me suis approché, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici? Fait qu'il s'est reviré vers moi, le gars. Pendant qu'il s'est reviré vers moi, la fille en a profité pour se sauver. Puis là, il m'a regardé comme ça. Il dit, mets toutes tes affaires. Fait que j'ai dit, ben je pense que c'est de mes affaires. Je pense que c'est de mes affaires, parce qu'elle a peur de toi. Elle avait peur de toi, elle avait besoin d'aide. Je dis, elle n'a pas peur de moi, là, je suis son chum. Ben, je suis pas sûr qu'elle partage exactement la même. Je te regarde, là, puis moi, là, je suis plus costaud qu'elle, puis moi, j'ai peur de toi. Moi, j'ai peur de toi. Mais même si j'ai peur, je disais ça. Fait que ce reflet-là, ça a comme, il est devenu, c'est comme s'il catchait qu'il était violent, puis ça n'y était jamais passé par l'esprit. Je trouve intéressant qu'il sache. Comme ça, ben, peut-être que ça ne va pas lui donner d'autres moyens, mais peut-être qu'il va en chercher. Fait que plusieurs heures après, la fille est venue dans mon bureau pour me dire merci d'avoir fait cette intervention-là, parce que c'était pas la première fois. Fait que donc, il faut intervenir. Alors, bref. Il a donné. OK. À un moment donné, 26. À ce moment, il me lance l'autre chaise par la tête. Ah non, juste avant ça, 22. Je l'ai ignoré comme j'ai pu, mais quand il a lancé la revue contre le mur, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Wow, ça se fait pas, ça. Ça coûte cher, ces revues-là. » Donc, il a lancé une revue sur le mur. Qu'est-ce que c'est, ça? Destructeur. Il dit « Ah ouais, ça se fait pas, ben quand? » Puis là, il a donné un coup de pied sur une chaise qui revole contre la porte. Le destructeur encore. À un moment donné, ligne 31. Sors d'ici tout de suite, maudit sauvage, tu reviendras quand tu vas savoir vivre. Ça, c'est la secrétaire. Elle-même est rendue dans un autre niveau. Donc, elle agresse verbalement. Ça, c'est rien pour le calmer. C'est rien pour le calmer.
OK, à un moment donné, il menace 52-53. T'es ici, Jean, t'es ici. Je suis écœuré, il est mieux de venir. Vite ton chum. Si tu veux pas recevoir mon poing d'en face. 53, c'est quoi? Dangereux. Pas létal. C'est le maximum que le niveau de dangerosité arrive, là. Mais si quelqu'un te dit « m'a tué, mon maudit », même si c'est juste une colère qu'il exprime, les mots qu'il choisit d'utiliser montrent qu'il est arrivé à un niveau létal. Même s'il n'a pas l'intention. Il y a des gens qui peuvent faire de la prison pour avoir prononcé des menaces de mort, même s'ils ne le pensaient pas, il les a exprimées, donc il est rendu à ce niveau-là. Donc nous allons arrêter ici pour l'agressivité, on va prendre une pause, et au retour, on va réviser les questions de l'examen final. Donc, prenons 10 minutes de pause, et au retour, on fait la synthèse préparatoire à l'examen.